Il y a 300 millions d'années, bien avant que les dinosaures n'existent, des créatures de la taille de voitures dominaient la Terre. Imaginez des salamandres plus grandes que les crocodiles modernes, avec des dents tranchantes comme des couteaux et des corps pouvant atteindre 9 mètres de long. Ces monstres amphibiens vivaient dans des marécages géants qui couvraient des continents entiers, dans un monde où l'air avait tellement d'oxygène que les libellules étaient de la taille d'aigles et les 1000 pattes grandissaient jusqu'à 2 mètres. La Terre était si différente que vous ne pourriez pas survivre même une minute en respirant cet air super chargé. Mais voici le mystère qui confond les scientifiques jusqu'à aujourd'hui. Comment des créatures qui avaient besoin d'eau pour vivre ont-elles réussi à dominer la planète entière, même les endroits secs? Et encore plus impressionnant, pourquoi ces géants ont-ils complètement disparu, ne laissant que leurs petits cousins inoffensifs que nous connaissons aujourd'hui? Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et commentez de quelle partie du monde vous regardez, car maintenant je vais tout vous raconter. As-tu déjà imaginé une terre où tout était recouvert de forêts épaisses et de marécages immenses, où chaque pas sur le sol serait peut-être dans la boue et où l'on entendrait partout le bruit de l'eau et des feuilles? Il y a très longtemps, la planète sur laquelle nous vivons aujourd'hui n'était pas comme celle que tu vois autour de toi tous les jours. C'était un monde rempli de mystères et de choses que tu ne pourrais pas trouver en sortant dans un parc ou en regardant à travers ta fenêtre. Il y a environ 300 millions d'années, la Terre était très différente. Cette époque ancienne porte le nom de Carbonifère. Si on regarde la Terre aujourd'hui, on voit des routes, des villes, des champs et des forêts assez petites et bien rangées. Mais à cette époque, rien de tout cela n'existait. On ne pouvait voir que des paysages vastes et sans fin, surtout des forêts très denses et des marécages qui s'étendaient aussi loin que l'on pouvait regarder. L'air était beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui. L'humidité était partout. Il y avait de la vapeur d'eau dans l'air et le sol était rarement sec. La plupart du temps, le ciel était couvert de nuages très épais. Parfois, il pleuvait pendant plusieurs jours sans s'arrêter. Les gouttes de pluie faisaient gonfler les rivières et les mares. Tout était rempli d'eau. Les vallées, les plaines et même les endroits en pente pouvaient garder de la boue longtemps après la pluie. Le mot « sec » avait peu de sens pendant la période du Carbonifère. Si tu avais marché à ce moment-là, tes pieds auraient été vite trempés et couverts de boue noire. Pendant le Carbonifère, il n'y avait pas de grandes chaînes de montagnes comme on en voit aujourd'hui, ni de longues plages de sable fin. En général, les terres étaient principalement plates. L'eau ne pouvait donc pas s'écouler facilement, et c'est pour cela que les marécages couvraient de très grandes surfaces. Quand on regarde les paysages de cette époque, il ne faut pas imaginer des champs ouverts ou des zones sans arbres. Les terres étaient pratiquement toutes couvertes par des forêts épaisses. Ces forêts étaient très différentes de celles que nous connaissons. Il n'y avait pas d'arbres avec des fruits ou des fleurs colorées, tels que les pommiers ou les cerisiers que tu pourrais connaître aujourd'hui. Il y avait surtout des types de plantes qui peuvent te sembler étranges, car elles ne sont plus très communes maintenant. Dans ces forêts du passé, on trouvait d'immenses fougères, des prêles très hautes et des arbres appelés lycopodes. Les fougères étaient bien plus grandes qu'aujourd'hui. Elles pouvaient monter aussi haut que certains immeubles modernes. Leurs feuilles étaient épaisses, longues et bien vertes. Les prêles, aujourd'hui toutes petites et qui poussent parfois au bord de l'eau, pouvaient atteindre plusieurs mètres de haut. Certaines avaient la taille d'un petit arbre et leurs tiges étaient dures et striées. Les lycopodes étaient peut-être les plus impressionnants de tous. Imagine un arbre couvert d'écorce rugueuse, avec une forme presque rectangulaire et des branches qui montaient droites vers le ciel, sans beaucoup de feuilles vers le bas. Il n'avait pas de fleurs. Les feuilles étaient fines et courtes, presque comme des écailles qui couvraient les branches et le tronc. Ils formaient des forêts épaisses où la lumière avait du mal à passer. Parfois, quand le vent soufflait, on ne pouvait presque rien voir sous les arbres tellement c'était sombre et rempli de branches. Dans certains endroits, la boue se mélangeait à des tapis de végétaux en décomposition.
Les arbres tombaient facilement, car le sol était mou et gorgé d'eau. Ils s'accumulaient et, très lentement, se couvraient d'autres plantes et de nouvelles couches de feuilles mortes. Cette décomposition produisait une odeur très forte, très différente de l'odeur de la forêt propre après la pluie que l'on connaît aujourd'hui. Dans cette odeur de terre humide, les champignons poussaient partout, aidant à transformer les vieux troncs en nourriture pour la terre. Parce que la lumière arrivait difficilement jusqu'au sol, les plantes qui vivaient tout en bas de la forêt étaient petites ou rampaient sur la boue. Mais au-dessus, les arbres et les fougères montaient très haut, comme une grande couverture verte cachant le ciel. Dans certains endroits, si tu avais levé la tête, tu n'aurais pas vu le soleil, tellement les branches bloquaient la lumière. Dans la période du Carbonifère, l'eau bougeait lentement. Des mares, des lacs et des rivières au courant très calme coupaient la forêt. Parfois, tout était submergé, tellement la pluie était forte et régulière. Cette eau n'était pas toujours claire. Bien souvent, elle était brunâtre, remplie de morceaux de feuilles et de plantes en train de se décomposer. Les marécages formaient une sorte de labyrinthe de petits chemins d'eau, de flaques profondes et de zones où, en avançant, on pouvait s'enfoncer dans la boue sans voir le fond. Ces endroits étaient parfaits pour la vie. Même si tout était sombre et humide, les forêts et les marécages étaient remplis d'animaux adaptés à cet environnement. Mais il n'y avait pas d'oiseaux, car ils n'étaient pas encore apparus sur Terre. Il n'y avait pas non plus de mammifères, ni de grands animaux tels que les lions, les éléphants ou les rhinocéros. À l'époque du Carbonifère, les animaux qui vivaient ici étaient différents de tout ce que nous connaissons. Les conditions de cette époque ont changé tout le fonctionnement de la vie. Le climat humide et chaud favorisait la croissance des plantes. Elles étaient si abondantes et grossissaient si vite qu'elles recouvraient tout l'espace disponible. Il n'y avait jamais de saison froide, la chaleur et l'humidité étaient presque constantes. Cela permettait aux animaux de vivre sans avoir besoin d'une fourrure épaisse pour se protéger du froid. La forêt du Carbonifère n'était pas un endroit tranquille et silencieux. On entendait peut-être beaucoup de bruits étranges, le fracas des branches tombant dans la boue, le bourdonnement des insectes et le plongeon brusque de créatures dans l'eau quand elles étaient surprises par un autre animal. Parfois, on pouvait observer de la brume s'élevant juste au-dessus du sol, là où la chaleur et l'humidité se rencontraient. La vie ici dépendait de cette richesse en eau. Les petites mares et les grands marécages servaient de refuge, de lieux pour manger et aussi pour se reproduire. Dans ces lieux, des cycles de vie commençaient et se terminaient sans arrêt. La mort d'un arbre permettait la naissance de nombreux nouveaux vivants dans les couches de terre et de végétation en décomposition. Dans ce monde, tout dépendait de la force de l'eau et du soleil. Sans alternance claire entre les saisons, la croissance ne s'arrêtait presque jamais. La végétation était toujours verte ou brune, en train de pousser ou de se transformer en couches sur le sol des forêts. Les animaux trouvaient toujours de quoi se nourrir et où se cacher. On peut donc dire que l'époque du Carbonifère a donné naissance à l'un des environnements les plus riches et étranges depuis que la Terre existe. Les forêts et les marécages de cette période sont aujourd'hui transformés. Ils ne sont plus là où nous pourrions les voir. Mais quand nous utilisons le charbon ou regardons des fossiles, parfois quelques morceaux de cette terre ancienne reviennent devant nos yeux. En résumant, la Terre d'il y a 300 millions d'années était une planète dominée par l'eau, par la chaleur et par la croissance rapide d'énormes forêts. Tout y était différent, tout y était luxuriant. Il n'est pas facile d'imaginer marcher à travers des arbres plus hauts que les immeubles d'aujourd'hui, ou de vivre entouré de marécages. Mais pour les plantes et les animaux de cette époque, c'était la vie normale. Pour aller plus loin dans cette histoire, il faut maintenant entrer dans ces forêts et ces marécages, et y découvrir peu à peu les êtres étranges qui y vivaient, les végétaux géants, et les animaux étonnants qui dominaient ce monde particulier. Dans cet univers vert et humide, partout où l'on posait les yeux,
on pouvait remarquer des formes de vie très différentes de celles qui existent aujourd'hui. Presque toute la surface de la Terre était couverte par une végétation si dense qu'il devenait difficile de distinguer le ciel, même en plein jour. Il y avait tant de plantes que chaque recoin du sol, chaque bord de l'eau, chaque espace libre entre les troncs était rempli de feuillage touffu, de branches tombées et de tiges épaisses. On avançait dans ce monde sans jamais voir de fleurs, de fruits colorés ni de champs ouverts sous le soleil. C'était la grande époque des plantes anciennes, celles qui ne produisaient pas encore de fleurs ni de graines comme la plupart des plantes modernes. Leurs formes, leurs couleurs et leurs odeurs donnaient un visage très spécial à la planète. Parmi ces plantes, il y avait de très grandes fougères. Ces fougères n'étaient pas comme celles que l'on voit dans les jardins ou les forêts d'aujourd'hui. Certaines s'élevaient bien plus haut que la taille d'un homme, parfois jusqu'à la hauteur d'une petite maison. Leurs feuilles étaient longues, divisées en très nombreuses petites parties, et formaient de grands éventails verts au-dessus du sol. Ces feuilles couvraient des branches épaisses et des tiges robustes. La base de chaque fougère plongeait dans la boue, là où l'eau s'accumulait jour après jour, rendant le sol humide et mou. D'autres plantes de ces forêts étaient les prêles. Aujourd'hui, les prêles grandissent tout près des mares ou au bord des rivières. Pendant la période du Carbonifère, elles étaient beaucoup plus impressionnantes. Certaines pouvaient monter jusqu'à une hauteur de plusieurs mètres, parfois plus haut qu'un jeune arbre actuel. Leurs tiges ressemblaient à de longs tubes verts, avec des anneaux foncés tout le long, comme si elles étaient composées de plusieurs petits morceaux empilés les uns sur les autres. Partout sur ces tiges, de fines branches poussaient dans toutes les directions, offrant de petits abris aux insectes ou aux très petits animaux. Il y avait aussi les lycopodes. Ces plantes sont incroyablement anciennes. Durant le Carbonifère, certains lycopodes étaient géants, pouvant dépasser la taille d'un adulte humain d'aujourd'hui de plusieurs fois. Le tronc de ces lycopodes semblait rugueux, recouvert d'écailles épaisses ou de cicatrices laissées par les anciennes feuilles tombées. Ces troncs montaient droit vers le ciel, sans beaucoup de branches en bas, mais avec de nombreuses feuilles très fines en haut. Ensemble, ces lycopodes formaient de véritables forêts sombres où la lumière peinait à passer. L'air au niveau du sol était chargé d'humidité. On sentait presque toujours une odeur forte de feuilles mouillées, de bois en train de se décomposer et de terre très sombre. Marcher sur le sol signifiait s'enfoncer souvent dans une couche de feuilles mortes ou dans une boue très molle. Beaucoup de champignons poussaient dans ces endroits. Certains étaient petits et oranges, d'autres grands et blancs, d'autres encore ressemblaient à des morceaux de bois mou. Les champignons aidaient à manger les restes de plantes mortes et assuraient ainsi que la terre restait riche pour permettre à de nouvelles plantes de grandir. Dans ce monde, il n'y avait pas encore de plantes à fleurs. Les arbres fruitiers n'existaient pas non plus. Pas de pommes, pas de cerises, pas de noix, pas de baies rouges ou bleues. Les grands tapis verts étaient uniquement formés de feuilles épaisses, de tiges droites, de branches longues et de fougères qui s'étendaient aussi loin que la vue le permettait. À chaque endroit où une plante mourait, d'autres poussaient très vite à sa place, aidés par la chaleur et l'eau tout autour. À cause de l'absence de fleurs, il n'y avait pas de couleur vive parmi la végétation. Tout était vert, brun, parfois gris ou noir à cause des troncs enfoncés dans la boue. Il y avait peut-être de la lumière, mais elle traversait difficilement les épaisses couches de feuilles. Les endroits où l'on voyait le ciel étaient rares, seulement là où un arbre était tombé, ou quand une rivière créait un passage sans arbre. Ces trous dans la forêt permettaient à de nouveaux arbres et de nouvelles fougères de grandir, chaque plante essayant de capter le plus de lumière possible. Sur la terre, les plantes luttaient pour obtenir un peu de cette lumière. Plus une plante pouvait monter haut, plus elle pouvait étendre ses feuilles, plus ses chances de vivre longtemps étaient grandes. C'est pourquoi beaucoup de ces plantes anciennes s'élevaient très haut, souvent en formant de grandes forêts épaisses
presque impénétrable pour les animaux et les futurs visiteurs que seraient les humains. La vie végétale du Carbonifère avait une autre particularité importante. La décomposition était très lente. Le bois des arbres morts, les feuilles tombées et les branches cassées mettaient beaucoup de temps à se transformer en terre. Cela créait au sol de très épaisses couches de matière végétale sombre qui ne disparaissaient pas vite. Cette matière s'accumulait pendant des centaines de milliers d'années. Beaucoup plus tard, cette matière s'est transformée profondément, formant ce que l'on appelle aujourd'hui le charbon. Ainsi, la majorité du charbon utilisé aujourd'hui provient de ces immenses forêts et marécages du Carbonifère, recouverts peu à peu par la terre, l'eau et le temps qui passe. Le climat rendait la croissance des plantes très rapide. Il ne faisait jamais vraiment froid. La température restait douce ou chaude presque toute l'année. Il n'y avait pas de hiver froid ou de longues périodes sans soleil. L'humidité, elle aussi, ne disparaissait jamais. Même pendant les périodes plus sèches, il restait assez d'eau dans le sol pour que les plantes ne meurent pas facilement. Quelques rivières arrosaient la forêt en passant lentement, parfois en s'étalant largement pour former de petits lacs ou de grandes zones marécageuses. Les marécages occupaient une place centrale. Ce n'étaient pas des endroits où l'eau coulait vite. Il s'agissait surtout de larges espaces d'eau stagnante, parfois peu profondes, mais couvrant de grands territoires. Les racines de milliers de plantes plongeaient dans cette eau, s'entremêlant avec les troncs tombés et les couches de feuilles mortes. Sur cette eau brune, de nombreux petits débris flottaient, attendant de couler ou de se transformer lentement en terre grasse. Au fil du temps, cela créait une sorte de tapis vivant où les nouvelles plantes pouvaient prendre racine et grandir au-dessus de plusieurs mètres de débris accumulés. Certaines parties des forêts de cette période étaient si denses qu'il fallait du temps pour s'y déplacer. Les troncs des lycopodes, des fougères et des prêles étaient partout, parfois couchés sur le sol, parfois dressés vers le ciel, dressant des barrières naturelles que seuls quelques animaux arrivaient à traverser sans difficulté. Les petites tourbières formaient des zones spongieuses, parfois dangereuses. Si un animal s'y aventurait, il pouvait s'enfoncer et avoir du mal à ressortir. Comme il n'y avait pas de fleurs ni de fruits, la reproduction des plantes se faisait d'une manière particulière. Les fougères, les prêles et les lycopodes produisaient des spores. Ce sont des poussières très fines, invisibles à l'œil nu, que le vent ou l'eau emportaient loin. Quand les spores tombaient dans un endroit humide, elles pouvaient donner naissance à de nouvelles plantes. Dans ce milieu, la présence de l'eau était toujours essentielle, même pour permettre aux espèces végétales de continuer leur existence. La richesse de cette végétation offrait bien plus qu'un simple décor au Carbonifère. Elle assurait la vie et la survie des animaux en leur donnant de la nourriture, des endroits pour s'abriter ou pondre leurs œufs et des lieux pour se cacher des dangers. Les feuilles épaisses pouvaient servir de toit ou de bouclier contre la chaleur. Les tiges et les racines offraient des passages cachés, des trous pour se cacher et même des refuges pour dormir. Sur les troncs morts ou dans la boue, la vie animale pouvait s'installer en toute sécurité. Pour les animaux de cette époque, chaque type de plante avait une utilité différente. Certaines petites créatures se nourrissaient directement des feuilles vertes ou des racines jeunes. D'autres préféraient les morceaux de plantes en décomposition, riches en matière molle et faciles à manger. La majorité des grands animaux utilisaient les marécages comme cachette ou comme endroit pour chasser, profitant de l'épaisse végétation pour surprendre une proie ou éviter les prédateurs. La végétation n'était pas seulement vivante à la surface. En dessous de la terre, les racines de chaque plante s'étendaient en tous sens, bien serrées les unes contre les autres. Il était parfois difficile de trouver de la vraie terre. Presque tout était un enchevêtrement de racines, de morceaux de tiges et de vieilles feuilles en train de disparaître. Parfois, des racines gigantesques sortaient de terre, poussant un peu partout comme des bras vivants à la recherche d'eau. Lorsque la pluie tombait, tout devenait encore plus vert et plus brillant. L'eau ruisselait sur les feuilles, glissait le long des troncs,
remplissait les petits creux et redonnait une force nouvelle à chaque plante. Après une longue pluie, on pouvait sentir la forêt respirer plus fort, comme si chaque plante attendait ce moment pour grandir encore un peu plus. Chaque coin sombre devenait une source d'énergie, permettant à la vie végétale de continuer à prospérer. Dans les zones où le soleil parvenait à passer à travers la canopée, la couche supérieure formée par les feuilles les plus hautes, la lumière devenait un cadeau très recherché. Dans ces endroits, les jeunes pousses essayaient de sortir le plus vite possible du sol, grandissant parfois de plusieurs centimètres en quelques semaines seulement. La compétition pour le soleil était intense, et seules les plantes les plus robustes et rapides survivaient longtemps. En dehors de la lumière et de l'eau, le vent avait aussi son rôle. Il transportait les spores, faisait bouger les hautes tiges et secouait parfois de gros morceaux de branches ou de feuilles mortes. Mais il arrivait rarement en tempête. La forêt était si épaisse que le vent avait du mal à y circuler rapidement. On trouvait parfois de petits espaces ouverts, des clairières, créées quand un arbre géant tombait au sol. Ces endroits découverts étaient vite occupés par de jeunes plantes qui profitaient de la lumière nouvelle. En quelques années, les fougères, les prêles et les lycopodes remplissaient ces vides. La forêt ne restait jamais longtemps ouverte, chaque coin libre étant rapidement reconquis par la végétation. Certaines zones proches des rivières ou des lacs étaient encore plus riches à cause du mélange d'eau et de lumière. Là, l'épaisseur de la végétation pouvait devenir telle qu'il était impossible d'avancer sans devoir bousculer feuilles, tiges et branches à chaque pas. Dans ces lieux, les animaux venaient souvent pour boire, pondre leurs œufs ou se cacher parmi les hautes prêles et les fougères géantes. Avec toutes ces plantes différentes, la forêt créait un monde à plusieurs étages. Il y avait des plantes très grandes, d'autres qui poussaient au niveau du sol et d'autres encore qui grimpaient en utilisant les tiges des lycopodes ou des fougères comme appui. Chacun de ces étages offrait des ressources différentes: nourriture, abri, humidité, cachette. Ces forêts étaient souvent instables. Les arbres pouvaient tomber facilement, car leurs racines étaient peu profondes à cause de la boue. Quand un arbre géant s'écroulait, il emportait parfois avec lui une partie du sol et déracinait d'autres plantes. Cela changeait complètement la forme du paysage en quelques minutes. Ce mouvement continu de croissance, de chute et de décomposition donnait naissance à une forêt qui se renouvelait constamment. Pour résumer, l'époque du Carbonifère était un temps où la végétation couvrait et transformait tout. Les fougères, les prêles et les lycopodes formaient une immense jungle sans fin, traversée de marécages et de canaux d'eau lente. Les animaux y trouvaient de quoi vivre, se nourrir et se cacher. Cette végétation si différente de celle d'aujourd'hui a laissé des traces qui nous parviennent dans le charbon et les fossiles. Au cœur de ce monde vert et humide, une faune très spéciale commençait à se développer, avec des animaux dont la taille, la forme et les habitudes seraient impossibles dans les forêts modernes. C'est dans ce décor que vivaient les amphibiens géants, maîtres incontestés de ces marécages et forêts épaisses. Au cœur de cet environnement vert et humide, là où la végétation dense semblait ne jamais s'arrêter de grandir, des êtres vivants, uniques, trouvaient tout ce dont ils avaient besoin pour vivre. Parmi tous les habitants de ces forêts et marécages, il y avait des animaux vraiment particuliers qui régnaient sur la terre ferme, les amphibiens géants. Ils étaient les plus grands animaux terrestres de ce temps lointain. Ils sont aujourd'hui disparus, mais, grâce aux fossiles, on sait à quel point ils étaient nombreux et impressionnants. Les amphibiens géants vivaient partout, là où l'eau ne manquait pas. Les fossés pleins de boue, les rivières lentes, les lacs marécageux, les mares profondes. Tous ces endroits servaient d'abri ou de maison à ces créatures. Leur corps était bien différent de celui des mammifères ou des oiseaux qu'on connaît aujourd'hui. La tête de certains amphibiens était large et plate, avec 2 yeux ronds placés bien au-dessus, près des narines. Cela leur permettait de rester cachés sous l'eau presque tout le temps, avec seulement les yeux et le bout du nez qui dépassaient, pour voir
sans se faire voir. Leur peau était douce, lisse et surtout très fine. Cette peau ne les protégeait pas du soleil ou de la chaleur, mais elle leur servait à respirer. Chez ces amphibiens, une grande partie de l'échange d'air passait à travers la peau. Pour que cela fonctionne, il fallait que la peau reste humide tout le temps. Si elle devenait sèche, les animaux risquaient de ne plus respirer correctement. C'est pour cette raison que les amphibiens géants vivaient toujours près de l'eau ou dans des endroits très mouillés. Certains de ces amphibiens géants pouvaient dépasser la taille d'un adulte humain de plusieurs fois. On a trouvé des fossiles de créatures longues de plusieurs mètres. Quelques-unes atteignaient presque la longueur d'une petite voiture moderne. Leur corps était allongé, fort, et leurs pattes assez courtes mais musclées, ce qui leur permettait de ramper sur la boue et dans les marais sans trop de difficultés. Leur queue pouvait servir à se déplacer dans l'eau ou à se défendre contre un danger. Ces animaux n'étaient ni lents ni faibles. Malgré leur poids, ils pouvaient nager rapidement pour attraper une proie ou échapper à un autre prédateur. Les os de leurs membres étaient solides. Leurs orteils étaient souvent longs et reliés entre eux par une fine membrane de peau, ce qui les aidait à avancer dans la vase et à rester stables sur le sol mou. Autour des marais et dans chaque flaque d'eau, on trouvait de nombreux jeunes amphibiens. Ils n'étaient pas grands au début. À la naissance, ils ressemblaient à de petits têtards, avec un corps arrondi, une queue souple et des branchies pour respirer dans l'eau. Au fil du temps, leurs membres commençaient à pousser. D'abord les pattes avant, ensuite les pattes arrière. Petit à petit, ils perdaient leurs branchies et commençaient à utiliser leur peau et leurs poumons pour respirer hors de l'eau. Mais même adultes, ils préféraient ne jamais s'éloigner de l'humidité, car leur vie en dépendait. Leur alimentation était variée, car les forêts et marécages du Carbonifère étaient pleins de vie. Les jeunes amphibiens mangeaient des vers, des insectes, de petits crustacés et tout ce qu'ils trouvaient dans l'eau. Les adultes pouvaient chasser des proies plus grandes. Certains attrapaient de gros insectes avec leur langue rapide ou leur large bouche. D'autres chassaient des poissons, de petits reptiles ou même, parfois, d'autres amphibiens moins forts ou plus jeunes. La chasse se faisait surtout la nuit ou lors des heures où la lumière était faible, car la forêt était déjà sombre et le soleil n'entrait presque jamais entre les feuilles épaisses. Se déplacer dans la pénombre était plus facile pour échapper au danger, mais aussi pour surprendre les animaux dont ils se nourrissaient. Les amphibiens géants utilisaient leur patience. Ils attendaient sans un son, cachés dans l'eau ou sous des feuilles, jusqu'à ce qu'une proie vienne près d'eux. Alors, d'un geste brusque, ils pouvaient l'attraper et la manger. Lorsqu'ils se sentaient menacés, ils savaient se cacher très rapidement. Leur couleur les aidait. Beaucoup étaient marrons, gris ou vert foncé, ce qui leur permettait de disparaître dans la boue ou parmi les plantes. S'ils devaient fuir, ils glissaient dans l'eau où leur corps devenait presque invisible. Les amphibiens géants jouaient aussi un rôle important dans l'équilibre de la forêt. En mangeant les petits animaux, ils empêchaient certains insectes ou poissons de devenir trop nombreux. Ainsi, chaque espèce gardait une place dans la nature, sans qu'aucune ne prenne le dessus sur les autres. En même temps, les jeunes amphibiens servaient de nourriture à des animaux plus grands ou plus anciens. La vie de chacun dépendait de la vie des autres, et la chaîne alimentaire gardait son équilibre grâce à la diversité de créatures présentes dans les marais. Les fossiles retrouvés montrent que chaque espèce d'amphibien géant avait des particularités différentes. Certains avaient une tête extrêmement large, d'autres des dents pointues, qui servaient à saisir une proie glissante. Quelques-uns vivaient davantage dans l'eau, tandis que d'autres préféraient rester dans la boue ou sortir parfois sur la terre ferme si le sol était humide. La reproduction des amphibiens géants se faisait toujours en partie dans l'eau. La femelle pondait des centaines, parfois des milliers, de petits œufs gélatineux dans les mares tranquilles ou les étangs cachés entre les arbres. Les œufs étaient ronds, transparents et collés parfois sur les plantes aquatiques pour éviter d'être emportés par le courant. Ils devaient absolument rester dans l'eau, sinon ils séchaient et mouraient rapidement.
lorsqu'ils éclosaient, de minuscules larves sortaient, prêtes à grandir dans ce monde plein de dangers. Pendant leurs premières semaines, ces jeunes créatures étaient très fragiles. Beaucoup se faisaient manger par des insectes, des poissons ou même parfois par d'autres amphibiens. Seulement une toute petite partie des œufs arrivait à devenir adultes. Ceux qui survivaient devenaient forts et s'adaptaient graduellement à la vie autour des marais. Les amphibiens géants passaient donc toute leur existence avec l'eau tout près. Sans humidité, leur peau s'abîmait, leur respiration devenait difficile et ils risquaient de mourir rapidement. Même pour se déplacer sur la terre, ils préféraient toujours marcher la nuit ou après une forte pluie, pour que le sol reste mou et sûr sous leurs pattes. Ils étaient capables d'entendre les bruits sous l'eau et d'attraper les vibrations du sol autour d'eux. Ils percevaient chaque mouvement ou chaque changement autour de leur cachette. Grâce à cette sensibilité, ils pouvaient éviter certains dangers ou se cacher avant que d'autres prédateurs n'arrivent. Leur taille et leur force étaient impressionnantes, mais ils n'étaient pas seuls. Dans le même environnement, d'autres animaux vivaient près de l'eau, parfois avec les mêmes habitudes, parfois en évitant les plus grands prédateurs, parfois plusieurs amphibiens partageaient le même coin de marécage, mais dès qu'un individu devenait trop gros ou trop fort, les autres s'éloignaient pour ne pas devenir la prochaine victime. Il y avait des moments où les amphibiens géants se rassemblaient pour pondre leurs œufs. Ces périodes de reproduction rendaient les points d'eau très animés, pleins de petits bruits, de mouvements de nage et de jeux dans la boue. Les jeunes cherchaient à se cacher sous les feuilles mortes ou les racines pour échapper aux prédateurs. Les adultes surveillaient, protégeaient parfois leurs propres œufs ou chassaient tout intrus venant trop près. La vie n'était pas toujours facile pour ces animaux. Quand il pleuvait beaucoup, les marais devenaient parfois trop profonds et les œufs étaient emportés par l'eau. Quand il faisait plus sec, les sources d'eau diminuaient et forçaient certains animaux à voyager très loin pour trouver une nouvelle mare ou un nouveau marécage où vivre. Ces déplacements étaient dangereux, car s'éloigner de l'eau exposait les amphibiens géants à la sécheresse et à la mort. Les fossiles retrouvés d'amphibiens géants montrent que, même après des millions d'années, leur forme étrange reste visible dans la pierre. Ces traces racontent comment ces animaux étaient adaptés à leur époque. On trouve des os longs, des crânes plats, des dents pointues et même des empreintes larges laissées dans la boue devenue roche. Grâce à ces indices, on peut imaginer leur manière de vivre dans les marécages du Carbonifère. L'apparence des amphibiens géants pouvait parfois être terrifiante. Leurs grosses bouches, leurs yeux brillants et leurs démarches lourdes font penser à une créature d'un autre monde. Pourtant, dans leur univers, ils étaient parfaitement adaptés et jouaient un rôle essentiel dans la vie de la forêt. À certains endroits, les amphibiens géants se retrouvaient en grand nombre. Les jeunes restaient groupés pour mieux se défendre. Les adultes régnaient sur leur territoire, surveillant la moindre invasion. Les plus grands étaient respectés des autres, car personne ne voulait provoquer la colère d'un si gros animal. En dehors des dangers causés par d'autres animaux, les amphibiens devaient aussi faire attention au changement du paysage. Les arbres tombaient parfois, changeant la forme d'une mare ou d'un étang. Cela pouvait ouvrir de nouveaux espaces à explorer, mais aussi forcer les animaux à trouver un abri ailleurs, là où la boue restait assez humide pour leur peau fragile. Tout au long de la période du Carbonifère, ces créatures ont continué à évoluer. Au fil de milliers et de milliers d'années, les amphibiens géants ont développé différentes tailles, différentes formes et des habitudes propres à chaque volonté de survivre. Leurs fossiles montrent une évolution continue, avec des os qui changent lentement, des dents qui s'adaptent à de nouvelles proies et des techniques de déplacement qui se perfectionnent à mesure que les paysages de la Terre bougeaient. Cette diversité de formes et de tailles est à l'image de l'immense richesse de la nature du Carbonifère. Chacun de ces amphibiens occupait une place spéciale, trouvait sa nourriture, ses cachettes et ses dangers dans les mêmes forêts que celles des plus grandes fougères et des lycopodes.
dans la fraîcheur permanente des sous-bois mouillés, au bord des mares profondes et des rivières lentes, ils vivaient en harmonie avec une multitude d'autres animaux et de plantes. L'histoire des amphibiens géants permet de comprendre à quel point la vie s'adapte à son environnement. Pour survivre, il suffit de trouver un équilibre entre ses besoins et ce que la nature propose. Pour les amphibiens du Carbonifère, cet équilibre passait par l'eau, la boue, la chaleur et la nourriture abondante dans les marais. Ce monde ancien était riche en vie, mais il était aussi rempli de dangers inattendus venus parfois de l'air, parfois de la terre, parfois de l'eau. Les jours passaient lentement dans les forêts et les marécages, rythmés par la recherche de nourriture, la reproduction, l'évitement des prédateurs et la nécessité de rester toujours humide. Les amphibiens géants, maîtres discrets de ces terres, laissaient à chaque pas un peu de leur histoire. Leurs traces et leurs os, perdus dans la boue il y a des centaines de millions d'années, continuent d'enseigner comment la vie s'est adaptée dans ce coin si spécial de l'histoire de la Terre. Tout autour d'eux, l'air aussi jouait un rôle spécial. Respirer dans le Carbonifère n'était pas comme respirer aujourd'hui, car tout l'environnement était différent. L'atmosphère était chargée de quelque chose d'unique, qui permettait à la vie de prendre des formes gigantesques et étranges. L'atmosphère du Carbonifère était bien différente de celle d'aujourd'hui. À chaque inspiration, les êtres vivants recevaient dans leur corps une quantité d'oxygène bien plus grande qu'en ce moment même sur Terre. Les plantes, en poussant partout et en grande quantité, produisaient énormément d'oxygène. Cet oxygène entrait dans l'air et remplissait toute la forêt, les marais, les zones humides, et même le ciel au-dessus des arbres géants. À cette époque, l'oxygène n'occupait pas la même place que maintenant. Il représentait presque la moitié de toute l'air respiré par les animaux, de façon continue, jour après jour, nuit après nuit. Cette richesse en oxygène venait directement du travail des plantes. Chaque feuille, chaque tige, chaque branche de fougère, de lycopode ou de prêle produisait un tout petit peu d'oxygène, mais dans un monde couvert de millions et de millions de plantes, la somme devenait immense. Le soleil traversant la canopée donnait de l'énergie à tout ce qui était vert, et ce vert transformait l'air à chaque instant. Respirer pour les amphibiens géants et tous les autres animaux de cette forêt devenait plus facile. L'oxygène passait rapidement par la peau humide, entrait dans les poumons, circulait dans le corps et donnait de la force aux plus grands et aux plus petits. Même en faisant de grands efforts, comme en chassant ou en nageant longtemps dans la vase, les animaux pouvaient récupérer vite, car l'air était saturé de ce gaz vital. Les fossiles retrouvés nous aident à comprendre l'impact de cet air riche en oxygène. Les os des amphibiens, des insectes et de certaines autres créatures trouvées dans la roche témoignent d'une taille inhabituelle pour leur époque. Beaucoup étaient géants parce que la richesse en oxygène permettait aux organismes de grandir sans manquer d'air pour alimenter un corps plus volumineux. Ce phénomène touchait tout ce qui respirait. Chez les amphibiens géants, la peau fine facilitait la respiration dans cet environnement. Quand ils restaient sous l'eau calme, l'oxygène passait dans leur peau humide et entrait directement dans leur corps. Sur la terre ferme, la même chose se produisait s'ils restaient bien mouillés. Grâce à ce système, même les parties du corps loin de la bouche ou des narines recevaient assez d'air sans trop d'efforts. Il est probable que la vie dans cet air chargé d'oxygène changeait aussi la façon dont les animaux dépensaient leur énergie. Une simple course ou une longue nage épuisait moins vite le corps. Même s'ils vivaient dans des lieux parfois difficiles ou dangereux, les amphibiens pouvaient explorer de grandes parties du marécage ou de la forêt sans danger de s'étouffer ou de s'épuiser rapidement. Les petits animaux, eux aussi, grandissaient vite. L'air nourrissait toutes les cellules plus efficacement. Le taux élevé d'oxygène n'aidait pas seulement les amphibiens. D'autres animaux ont profité de cette époque unique.
Les insectes vivant sous la canopée, rampant dans la boue ou volant entre les tiges épaisses, voyaient leur corps atteindre des tailles extraordinaires. Les fossiles montrent des carapaces épaisses, des ailes larges, des pattes puissantes. L'oxygène, utile pour les muscles, est devenu la source d'une croissance gigantesque. La façon dont l'ère du Carbonifère était composée influençait tous les aspects de la vie. Les feux de forêt étaient différents, car un air aussi riche pouvait rendre la combustion plus rapide ou plus violente lors des rares sécheresses. Mais surtout, les animaux vivaient avec une abondance d'oxygène dans toutes les mares, tous les ruisseaux et toutes les forêts profondes. Leurs mouvements, leur manière de grandir, de manger, de respirer dépendaient de cette richesse invisible dans l'air autour d'eux. Les scientifiques d'aujourd'hui peuvent calculer à peu près la quantité d'oxygène présente il y a plus de 300 millions d'années en regardant les bulles d'air coincées dans la roche ou dans de la glace ancienne. Selon ces recherches, il y avait presque 2 fois plus d'oxygène dans l'air du Carbonifère que dans l'air d'aujourd'hui. Ce chiffre explique pourquoi la vie avait pris des formes si grandes et pourquoi certains animaux possédaient des corps qu'on ne retrouve plus dans notre monde. Ainsi, chaque animal du Carbonifère profitait directement de ce cadeau des plantes. Même les créatures qui n'avaient pas besoin de beaucoup d'oxygène, comme certains vers, pouvaient s'aventurer plus loin, rester actifs plus longtemps ou occuper de nouveaux espaces qu'ils n'auraient pas pu atteindre avec moins d'oxygène. Pour les amphibiens géants, cela voulait dire grandir sans vraie limite autre que la nourriture et la sécurité. Les os retrouvés dans les anciennes couches de terre montrent aussi que la croissance rapide rendait certaines espèces vulnérables à des maladies ou à des changements soudains de l'environnement. Un organisme très grand demande plus d'énergie, plus de nourriture, un équilibre régulier dans la chaleur, l'humidité et l'oxygène. Cela veut dire que, même si grandir était facile grâce à l'air riche, survivre restait un défi quotidien. Cette particularité de l'ère du Carbonifère n'a pas seulement marqué la vie des animaux, elle a aussi influencé le rythme de la décomposition. Les feuilles, les troncs et toutes les plantes mortes se transformaient lentement en tourbe et en charbon, car le surplus d'oxygène changeait la vie des champignons, des bactéries et retardait certains processus. Les couches de matière organique étaient donc épaisses, lentes à disparaître, créant des marécages profonds et pleins d'histoire. Pour les animaux qui respiraient par des branchies ou qui filtraient l'eau, comme certains jeunes amphibiens, la richesse en oxygène dans l'eau était aussi très utile. La vie dans la mare devenait plus facile, car chaque larve ou chaque tétard pouvait grandir sans manquer trop d'air dissous. Le niveau d'oxygène dans l'eau suivait souvent celui de l'air, car l'échange entre la surface de la mare et le ciel se faisait en permanence. Les fougères, les prêles et les lycopodes, en absorbant le gaz carbonique et en libérant toujours plus d'oxygène, modifiaient l'atmosphère jour après jour. Cette transformation très lente venait de la simple croissance de millions de plantes dans un climat favorable pendant des millions d'années. La nature trouvait ici un équilibre spécial. Plus les plantes poussaient, plus il y avait d'oxygène, plus la vie animale pouvait se développer, créant ainsi un cercle vertueux qui marquait profondément l'histoire de la planète. Mais une telle abondance n'empêchait pas la compétition. Même dans cette forêt pleine d'oxygène, les animaux devaient se battre pour la nourriture ou l'espace. Les plus gros amphibiens gardaient leur coin de mare, chassaient les intrus et surveillaient leurs frontières. Les plus petits cherchaient toujours à éviter les endroits trop exposés aux prédateurs. Le danger était partout, même si l'air semblait bienfaisant à respirer. Pendant la nuit, le climat se rafraîchissait un peu et la brume montait souvent du sol humide. Cette brume était en réalité pleine d'oxygène produit tout au long de la journée. Même la nuit, l'atmosphère restait riche. Les petits insectes, les amphibiens discrets ou les créatures minuscules utilisaient cette fraîcheur pour bouger en toute sécurité, cherchant de la nourriture ou de l'eau. Si un animal se blessait,
la grande quantité d'oxygène pouvait l'aider à guérir. Les tissus blessés avaient ce dont ils avaient besoin pour repousser un peu plus vite. Cela favorisait la survie des espèces en réduisant l'impact des petites blessures ou des accidents fréquents dans un monde plein d'obstacles naturels. Lorsque l'on observe les fossiles d'insectes ou d'amphibiens, on note aussi que certains traits très particuliers, comme des poumons très larges, une peau très fine, des branchies imposantes chez les jeunes, sont la conséquence directe de l'air. Ces adaptations ont permis à la vie de durer dans les conditions du Carbonifère, mais elles seraient inutiles ou dangereuses dans le monde d'aujourd'hui, où l'oxygène n'est plus aussi abondant. L'oxygène influençait aussi la façon dont se faisait la reproduction. Les œufs pondus dans les mares, baignés par cette eau pleine d'oxygène, pouvaient se développer plus vite. La croissance des jeunes était rapide, car ils recevaient tout ce dont ils avaient besoin pendant les premières semaines. Cela permettait aux animaux de mieux survivre aux dangers, car plus vite ils grandissaient, plus vite ils pouvaient fuir ou se cacher. La végétation et l'air riche conditionnaient la forme des paysages. Les forêts épaisses, jamais interrompues par de grandes clairières, couvraient chaque coin du continent. La vie animale trouvait des abris, des passages secrets, des chemins dans la boue pour circuler sans être vus. Le chant des insectes résonnait partout, leurs ailes bruyantes remplissant l'air du matin jusqu'au soir, car l'énergie tirée de l'oxygène donnait de la force à tous ces petits habitants. Même lorsque des catastrophes naturelles se produisaient, comme la chute d'un arbre géant ou l'éboulement d'un morceau de forêt dans une mare, la vie reprenait très vite. L'air soutenait la récupération des plantes et des animaux. En quelques semaines ou en quelques mois, de nouvelles pousses apparaissaient. De nouveaux animaux occupaient les lieux abandonnés. Ce cycle de croissance et de réparation était constant, alimenté sans cesse par le surplus d'oxygène et la chaleur du climat. L'ère du Carbonifère façonne alors tout un monde unique. Il n'y avait pas de continent froid couvert de glace, pas de grands déserts secs ou de steppes comme aujourd'hui. Tout était conçu pour favoriser la vie verte, la croissance continue et l'abondance d'animaux adaptés à cet espace particulier. L'oxygène et la végétation travaillaient ensemble main dans la main pour créer les conditions rêvées d'un monde où tout grandissait, évoluait, s'adaptait pour mieux survivre. Dans ce décor rendu possible par une simple différence dans l'air, la vie animale et végétale ne cessait de se transformer. À la fois stable et dynamique, la forêt du Carbonifère montrait la puissance d'un équilibre invisible. Chaque animal, chaque plante, chaque champignon, chaque bulle d'air jouait un rôle dans cet univers riche et étonnant. Ce qui rendait cette époque encore plus fascinante, c'est que cet environnement unique allait permettre l'évolution de formes de vie étonnantes. Grâce à ce taux d'oxygène très élevé, certains animaux réussirent à atteindre des tailles que l'on ne reverra plus jamais sur Terre. L'ère du Carbonifère a offert une chance unique à ces êtres de devenir géants et de découvrir la vie d'une façon complètement différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. Parmi eux, les insectes profitèrent plus que tout autre de cette abondance, devenant eux aussi les géants secrets de ce monde couvert de forêts et de marécages. Grâce à l'air rempli d'oxygène et à l'incroyable abondance de plantes, des créatures très particulières grandissaient dans les forêts et les marécages. Parmi celles-ci, les insectes occupaient une place surprenante dans la vie du Carbonifère. Tous les endroits étaient remplis de mouvements, de bruissements, de battements d'ailes et de galopades minuscules. Au sol, dans l'air, sur les troncs, sous les feuilles ou au bord de l'eau, les insectes étaient partout. Leur nombre était immense et leurs formes très diverses. L'une des merveilles de cette époque était la taille de certains de ces insectes. Aujourd'hui, la plupart des insectes sont petits et passent souvent inaperçus, mais il y a environ 300 millions d'années, il existait des insectes aux dimensions impressionnantes. Cette croissance extraordinaire était rendue possible grâce à l'air rempli d'oxygène. Les insectes pouvaient grandir et évoluer sans les limites habituelles imposées par leur façon de respirer.
Parmi les habitants les plus célèbres des forêts du Carbonifère, on trouvait de grandes libellules. Elles sont aujourd'hui des insectes légers et colorés. Mais à cette époque ancienne, certaines libellules pouvaient ouvrir leurs ailes sur une distance de près de 70 cm. Leurs ailes étaient fines, transparentes et parcourues de lignes solides, leur donnant une incroyable rigidité. Quand une de ces grandes libellules s'envolait, elle pouvait couvrir de longs trajets au-dessus des marécages, passant d'un arbre à l'autre, cherchant de la nourriture ou un endroit pour pondre ses œufs. Leur corps allongé et leurs yeux immenses les aidaient à voir dans toutes les directions. Pour les petits animaux de la forêt, croiser une telle libellule devait être un événement impressionnant. Pendant le jour, ces libellules géantes passaient de longues heures à voler sous la lumière tamisée par les grandes feuilles. La nuit, elles reposaient leurs ailes sur des tiges épaisses ou se cachaient dans des abris naturels. Leur vie dépendait elles aussi de la présence de l'eau. Elles commençaient leur existence sous forme de larves aquatiques, se nourrissant d'autres petits êtres vivants du marécage jusqu'à ce qu'elles soient assez grandes pour quitter l'eau et devenir de puissants insectes volants. Les libellules n'étaient pas les seules créatures à profiter de cet air riche. Un autre insecte attirait l'attention par sa longueur, le mille-pattes géant. Certains fossiles montrent des mille-pattes mesurant plus de 2 mètres. Leur corps segmenté, protégé par une carapace dure, était composé de dizaines de parties presque identiques. Chacune de ces parties portait une paire de pattes, ce qui rendait l'animal très flexible et mobile. Ces 1000 pattes rampaient lentement sur le sol du marécage, passant sous les feuilles mortes ou entre les racines. Ils se nourrissaient de plantes, de bois en décomposition ou même de petits animaux morts. Ils jouaient un rôle important dans la transformation de la matière organique du sol. Sur les troncs des lycopodes géants ou entre les fougères, vivait aussi une grande diversité d'autres insectes. Certains ressemblaient à des blattes énormes, capables de courir et de grimper rapidement pour fuir un danger. D'autres étaient spécialisés pour vivre dans la partie humide où la boue s'accumulait, se cachant sous les morceaux de bois pour éviter la lumière. Il y avait des coléoptères, des petites cigales, des insectes broyeurs qui découpaient les feuilles épaisses avec leurs mandibules puissantes. Presque chaque endroit de la forêt ou du marécage offrait une maison à une espèce d'insecte. Au-dessus de tout cela, l'air était rempli de battements d'ailes. Certains insectes avaient de courtes ailes solides, d'autres portaient de longs appendices colorés. Des nuées parcouraient parfois la canopée, cherchant de la nourriture, de nouveaux territoires ou fuyant des prédateurs. La vie aérienne du Carbonifère résonnait de bruits nouveaux pour toute la nature. Bruissements, frottements, bourdonnements. Cela donnait une ambiance vivante du matin jusqu'au soir, puis du soir jusqu'à la nuit noire. Les insectes du Carbonifère avaient des stratégies très variées pour survivre. Beaucoup se cachaient dans la végétation sombre, utilisaient leur couleur brune ou verte pour disparaître entre les feuilles. Certains libéraient des liquides ayant une odeur forte afin d'éloigner les animaux curieux. D'autres croquaient dans l'écorce des arbres géants pour trouver de l'eau ou des nutriments. Les mille-pattes pouvaient se rouler en boule pour se protéger. Chaque espèce avait développé des moyens bien précis pour survivre dans cet univers rempli de dangers et de compétiteurs. L'abondance de nourriture était une chance pour les insectes. Les feuilles, la sève, le bois mort, les racines et même d'autres insectes, tout pouvait servir de repas. De nombreux animaux carnivores chassaient d'ailleurs ces insectes pour se nourrir eux-mêmes. Les amphibiens géants, par exemple, comptaient beaucoup sur cette source de nourriture, surtout pour les jeunes qui n'étaient pas capables d'attraper de proies plus grosses. Les poissons et certains petits reptiles profitaient aussi de la présence massive d'insectes dans les mares et les rivières. Même sous l'eau, les insectes avaient leur place. Beaucoup de larves vivaient dans la boue, se déplaçaient doucement ou se cachaient en attendant de devenir adultes. Certaines larves construisaient de petites maisons avec des grains de sable,
des morceaux de feuilles ou d'autres débris trouvés dans l'eau. Elles filtraient l'eau pour attraper de minuscules aliments. D'autres creusaient de petits tunnels dans la boue. L'eau du Carbonifère, riche en oxygène, permettait une grande diversité de vie à tous les stades du développement des insectes. Au fil des saisons, les populations d'insectes changeaient. Par moments, certaines espèces devenaient très nombreuses. À d'autres périodes, des prédateurs régulaient leur nombre. Ce cycle naturel de croissance, de chute de population et de reprise n'était jamais vraiment le même d'une année à l'autre, car il dépendait des pluies, de la chaleur, de la nourriture et des changements dans la végétation. Les insectes, eux aussi, devaient défendre leurs œufs et leurs jeunes. Certaines espèces pondent des centaines d'œufs à la fois, déposant ces œufs sur les feuilles ou dans la boue humide, souvent à l'abri de la lumière directe. Les larves devaient lutter très vite pour survivre car beaucoup de dangers les guettaient, sécheresse, inondations, prédateurs, maladies. Cependant, comme la vie était partout dans les forêts et marécages du Carbonifère, même si beaucoup de jeunes insectes ne survivaient pas, il en restait toujours assez pour que les populations grandissent et se répandent. À mesure que les années passaient, certains insectes réussissaient à s'adapter à des conditions précises. Certains devenaient des spécialistes de la vie dans la boue froide, d'autres dans la chaleur près de la surface, d'autres encore vivaient juste sous l'écorce des arbres abattus. Les micro-habitats étaient nombreux et chaque changement naturel, comme la chute d'un arbre ou l'assèchement d'une mare, créait de nouveaux petits mondes pour différentes espèces. Les insectes géants du Carbonifère n'avaient pas que des avantages. Être grand veut dire avoir besoin de beaucoup à manger. Un changement brusque de température, de niveau d'eau ou la chute de feuilles importantes pouvait rendre la nourriture rare. Les périodes de sécheresse pouvaient donc être très difficiles pour les plus gros insectes. Parfois, de grandes populations disparaissaient parce que les conditions devenaient hostiles. Mais la forêt du Carbonifère se renouvelait rapidement, permettant à d'autres insectes, plus petits ou différents, de prendre la place laissée libre. Les restes fossiles des insectes de cette période, trouvés aujourd'hui dans la roche ou le charbon, montrent des ailes, des carapaces, des pattes et parfois même les traces laissées sur la boue devenue pierre. Ils témoignent de leur forme, de leur taille et de leur mode de vie. Ces traces fossiles sont précieuses car elles montrent que la terre du Carbonifère bourdonnait d'activité, jour et nuit. Dans cet univers humide, l'interaction entre les plantes géantes et les insectes était très forte. Certains insectes aidaient à décomposer la matière végétale, d'autres servaient de nourriture à d'autres animaux. Parfois, une blessure sur une grosse tige de fougère géante attirait des groupes entiers d'insectes venus pour manger la sève. Cette relation permanente entre végétation et insectes gardait le cycle de vie actif et équilibré dans la forêt du Carbonifère. Les insectes du Carbonifère avaient aussi des comportements sociaux. Certaines espèces vivaient en petits groupes, probablement pour se défendre des prédateurs ou pour partager les ressources de la forêt. D'autres étaient solitaires et ne se retrouvaient ensemble qu'au moment de la reproduction ou lorsqu'ils étaient jeunes. Certains passaient toute leur vie dans ou sous l'eau. D'autres ne vivaient que dans l'air ou sur la végétation. De tous les animaux de l'époque, les insectes étaient peut-être ceux qui changeaient le plus rapidement. Leur cycle de vie était court. Beaucoup étaient capables de se reproduire en quelques semaines seulement. Cela permettait à de nouvelles générations d'apparaître en peu de temps, d'essayer de nouveaux modes de vie et d'occuper chaque espace disponible dans l'immense forêt. Dans certaines périodes, des nuages d'insectes traversaient la forêt, couvrant parfois la lumière du soleil et changeant le rythme de vie de tous les autres habitants. Ces migrations étaient parfois causées par la recherche de nouveaux lieux où vivre, ou parce que la nourriture venait à manquer sur leur territoire d'origine. Quand ils trouvaient de nouvelles zones, ils y déposaient leurs œufs et recommençaient le cycle.
Les forêts et marécages du Carbonifère formaient ainsi le décor d'un spectacle permanent, où la vie des insectes s'entremêlait à celle des plantes, des amphibiens, des crustacés et de toutes les autres créatures. Quand un grand arbre tombait, des milliers d'insectes arrivaient aussitôt, prêts à profiter de la nouvelle ouverture dans la canopée pour s'installer. Ils utilisaient chaque partie de l'environnement et faisaient partie de l'équilibre de ce monde ancien. À travers la diversité et la taille exceptionnelle de leurs espèces, les insectes du Carbonifère montraient la puissance de la nature lorsqu'elle bénéficie de conditions idéales. Ils occupaient chaque niche, du sommet des plus hautes branches jusqu'au fond des marécages les plus sombres et profonds. Tout autour, ces insectes géants partageaient leur univers avec d'autres animaux qui dépendaient aussi de la forêt, de l'humidité et de la richesse de la végétation. Dans ce monde si particulier, rien ne vivait seul et chaque être vivant influençait la vie de tous les autres. C'est au centre de ces interactions, entouré par les arbres immenses, l'eau, la boue et le chant continu des insectes, que les amphibiens géants passèrent leur journée, chassant parfois ces créatures extraordinaires pour se nourrir et survivre dans un monde où chaque jour apportait un nouveau défi. Dans un univers rempli de chants d'insectes et de mouvements permanents, les amphibiens géants trouvaient chaque jour matière à se nourrir et à se protéger. Leur vie s'organisait autour de l'eau et de tout ce que la forêt pouvait leur offrir. Les marécages étaient pour eux bien plus qu'un simple refuge. Ils représentaient le centre de toutes leurs activités, la source de nourriture et le lieu le plus sûr pour grandir, vivre et élever leurs petits. Un amphibien géant commençait sa journée dès les premières notes de lumière. Quand le soleil passait timidement à travers les feuillages épais, il restait souvent près de l'eau. Sa peau devait absolument garder l'humidité, sinon il risquait de se dessécher et de tomber malade. Il cherchait donc les endroits les plus humides, là où la brume restait collée au sol, entre les fougères et les hautes prêles. Dans sa recherche de nourriture, l'amphibien géant avançait lentement dans la boue. Il observait le sol, inspectait les touffes d'herbe, l'eau et la litière de feuilles mortes pour y trouver de petits animaux. Il vivait dans un monde plein de possibilités. Les plus jeunes d'entre eux se concentraient sur les proies faciles à attraper, larves, vers, petits crustacés, insectes tombés dans l'eau. Ils se servaient de leur langue ou de leur bouche large pour engloutir toute chose vivante à leur portée. Quand un adulte voulait se nourrir, il pouvait agir de plusieurs façons. Certains restaient immobiles, à demi cachés par les plantes, et attendaient patiemment le passage d'un animal. Leurs yeux restaient ouverts, prêts à repérer le moindre mouvement. Si une proie s'approchait, l'amphibien la capturait très vite grâce à une bouche puissante. Il mangeait alors tout ce qui était plus petit que lui, poissons, larves d'insectes, petits amphibiens, voire parfois de petits reptiles. La recherche de nourriture occupait une bonne partie de leur vie. Les rivières calmes, les mares stagnantes et les fossés pleins de boue étaient des lieux où abondait la vie. Les adultes savaient nager sans bruit, se cacher dans la vase et ressortir lentement pour surprendre un animal inattentif. Ils utilisaient leurs couleurs, souvent brunes ou vertes, pour ne pas être facilement remarqués. La vie dans les marécages du Carbonifère n'était pas seulement une question de nourriture. Il fallait aussi éviter les dangers. Parmi les menaces, il y avait d'autres amphibiens géants, parfois plus grands et plus forts. Il y avait aussi de gros insectes, quelques prédateurs et les changements de l'eau et du climat. Dans un univers où l'eau pouvait monter ou descendre très vite, il fallait toujours surveiller l'environnement autour de soi. Pour survivre, l'amphibien géant apprenait à partager le territoire avec d'autres animaux. Mais chaque amphibien avait sa zone de vie préférée, son coin de marécage ou de forêt qu'il défendait surtout au moment où la nourriture devenait rare. Quand deux amphibiens se rencontraient, ils pouvaient parfois se battre, mais la plupart du temps, ils cherchaient à s'éviter, utilisant leur odorat et leur vision pour savoir si un autre animal était tout proche. Les jeunes, qui perdaient peu à peu leur queue de tétard et gagnaient leurs pattes, restaient surtout cachés.
Ils utilisaient les racines, les tas de feuilles mortes et les branches tombées comme cachettes. Plus petits, ils étaient vulnérables et devaient rester discrets pour échapper au danger. Tandis qu'ils grandissaient, ils tentaient de trouver leur propre coin humide et sûr, celui qui leur donnerait assez de nourriture et de tranquillité pour atteindre l'âge adulte. Le contact avec l'eau restait vital, non seulement pour respirer correctement, mais aussi pour nettoyer leur peau. Ils plongeaient parfois sous la surface, marchaient lentement dans l'eau froide ou trempaient simplement une partie de leur corps dans les mares. Cette routine leur permettait d'éloigner les parasites, d'humidifier leur peau et d'échapper à la chaleur des journées les plus lumineuses. Les nuits étaient bruyantes et pleines d'activité. Quand la lumière baissait sous les arbres, les amphibiens reprenaient leur chasse. Il était alors plus facile de surprendre les insectes qui se reposaient, de pêcher dans les eaux sombres ou d'attraper des proies qui se déplaçaient moins vite dans la fraîcheur nocturne. Le rythme de la forêt changeait et chaque bruit pouvait annoncer une opportunité ou un danger. Dans leur quotidien, les amphibiens utilisaient tous leurs sens. Leur vue était adaptée pour repérer les mouvements, même dans la semi-obscurité du sous-bois. Leur ouïe pouvait détecter le moindre bruit de feuilles froissées ou d'eau déplacée. Leur peau, très sensible, ressentait les variations de température, d'humidité ou même les légères vibrations provoquées par un animal qui s'approchait. Pour éviter la faim lors des périodes plus difficiles, certains amphibiens géants gardaient en mémoire les endroits où la nourriture était la plus abondante. Ils revenaient chaque jour à ces lieux, cherchant dans la vase ou sous l'eau tout ce dont ils avaient besoin. S'il y avait moins de proies, ils savaient attendre, se contenter de moins, ou parfois explorer plus loin dans la forêt ou le marais. Les amphibiens n'étaient pas toujours seuls. Surtout à la saison des pluies ou lors des périodes favorables, il pouvait y avoir plusieurs adultes dans la même zone, chacun recherchant nourriture, abri ou partenaire. Mais ils restaient prudents. Même entre membres de la même espèce, chacun voulait défendre son espace, surtout s'il était riche en proies ou en abris naturels. Certaines habitudes rendaient leur vie plus stable. En évitant de sortir aux heures où le soleil frappait trop fort, ils s'assuraient que leur peau resterait suffisamment humide. En se cachant dans la vase ou en restant sous l'eau, ils se protégeaient de la chaleur et des animaux plus dangereux. Les arbres tombés leur offraient aussi des refuges contre les intempéries et les prédateurs. Le cycle de la vie d'un amphibien était donc rythmé par les besoins simples: se nourrir, rester humide, grandir, se cacher et échapper aux dangers. La diversité des proies dans leur environnement leur permettait de varier leur alimentation. Insectes, petits poissons, vers, mollusques, crustacés et même parfois d'autres amphibiens. Tous faisaient partie de leur menu selon la saison et les occasions. Lorsque les températures étaient plus fraîches, leur activité diminuait. Ils bougeaient moins, cherchaient davantage à se reposer ou à se cacher au fond de l'eau. À l'inverse, lors des longues journées où la forêt était baignée de lumière, ils se montraient plus entreprenants, explorant de nouveaux coins et agrandissant leur territoire. Dans la société des amphibiens géants, il n'y avait pas de hiérarchie stable. Le plus gros ou le plus fort était celui qui obtenait le meilleur territoire, mais les plus jeunes pouvaient toujours s'installer ailleurs, dans des zones un peu moins riches mais plus sûres. Cette organisation leur permettait de limiter les conflits et de mieux occuper tout l'espace proposé par la forêt et le marécage. Les proies étaient parfois difficiles à attraper. Les insectes pouvaient voler ou courir très vite. Les poissons disparaissaient dans l'eau dès qu'ils sentaient un danger. Les jeunes amphibiens devaient apprendre à devenir plus rapides, plus discrets et à utiliser les abris naturels de la forêt. Ceux qui développaient ces compétences grandissaient plus vite, résistaient mieux aux maladies et vivaient plus longtemps. La forêt elle-même offrait des surprises chaque jour. Un arbre pouvait tomber soudainement, créant une ouverture et laissant entrer la lumière dans une zone sombre. Aussitôt, la vie s'y installait. Nouvelles pousses, nouveaux insectes, parfois de nouveaux points d'eau après une pluie.
Les amphibiens devaient sans cesse s'adapter à ces changements naturels, explorer, s'installer ailleurs si nécessaire. Quand venait la saison sèche, la vie devenait plus difficile. L'eau manquait dans certains endroits, la boue se durcissait et les aliments devenaient plus rares. Les amphibiens géants cherchaient alors les derniers points d'eau, se déplaçaient parfois loin dans la forêt, se rassemblant là où la brume stagnait. Ces périodes exigeaient beaucoup de patience, de prudence et de résistance. Les adultes plus âgés savaient attendre, cherchant l'humidité dans les endroits ombragés, ralentissant leurs déplacements, économisant leur énergie, alors que les plus jeunes prenaient plus de risques, parfois obligés d'explorer des zones inconnues, plus exposés aux dangers naturels ou aux prédateurs. Leur relation avec les autres habitants de la forêt restait complexe. Ils devaient toujours faire attention à ne pas croiser de trop près certains grands insectes ou d'autres amphibiens dominants. Les poissons, quant à eux, étaient à la fois des compagnons dans l'eau et des proies potentielles. Des milliers d'interactions naissaient chaque jour entre tous ces individus, formant comme un tissu vivant reliant tous les coins du marécage. La routine quotidienne des amphibiens géants témoignait d'une adaptation totale à leur environnement. Chacun utilisait les ressources de la forêt, de la vase et de l'eau de la meilleure façon possible, selon son âge, sa force, son expérience et les conditions du moment. Leur intelligence simple leur servait à reconnaître les lieux sûrs, mémoriser les chemins, trouver les coins propices pour manger, dormir ou éviter les ennuis. La vie n'était jamais totalement paisible, mais, malgré les dangers, les amphibiens géants savaient profiter de chaque instant de calme. Quand la nourriture était abondante, ils pouvaient prendre du temps pour se reposer, soigner leur peau, observer la forêt. La nature tout entière semblait coexister dans une sorte de rythme régulier où chacun avait sa place dans cet immense tableau vivant. À travers leurs habitudes journalières, les amphibiens géants montraient l'importance d'un équilibre parfait avec l'environnement. Dépendance à l'eau, capacité à survivre dans la boue, adaptation constante à la végétation et vigilance face aux dangers. C'est cet équilibre qui leur avait permis de devenir les maîtres de ces marécages pendant des millions d'années, entourés d'une biodiversité foisonnante, avec des ressources variées et parfois inattendues. Mais, au-delà de la nourriture et de la survie de chaque jour, il y avait un autre aspect fondamental dans la vie des amphibiens géants, leur manière unique de se reproduire et de donner naissance à de nouveaux amphibiens dans l'eau des marais, là où tout commençait et recommençait sans cesse. Dans l'humidité profonde des marécages, la naissance d'une nouvelle génération était un événement central pour tous les amphibiens géants. Dès que la saison devenait favorable, lorsque l'eau était abondante et la température douce, la vie s'organisait autour d'un seul but, laisser de nouveaux petits grandir et continuer l'histoire de l'espèce. Il n'y avait pas de bruit particulier pour annoncer ce changement. Pourtant, toute la forêt semblait différente. De nombreux adultes se rapprochaient un peu plus de l'eau, cherchant un coin sûr, calme et riche en plantes aquatiques. La reproduction des amphibiens géants dépendait de l'eau, car c'est là que tout commençait. Quand la pluie avait bien rempli les mares, les étangs et les petits lacs, les adultes cherchaient la tranquillité d'un endroit peu profond. La femelle s'installait, choisissant un espace protégé par des racines ou des plantes flottantes. Elle libérait alors dans l'eau une grande quantité d'œufs, ronds, transparents et recouverts de gel. Parfois, il y en avait des centaines. Parfois des milliers, tous rassemblés en amas, attachés à des tiges de plantes, à des feuilles ou flottant au fil de l'eau tranquille. Les œufs devaient rester dans l'eau car leur enveloppe n'était pas solide. Elles ne pouvaient pas résister à la sécheresse. Si la mare se réduisait trop, si l'eau s'en allait, les œufs risquaient de sécher et de mourir. C'est pour cela que la vie d'un jeune amphibien géant commençait toujours dans un univers tout mouillé, sous le regard constant des adultes. Quelques jours passaient, parfois une semaine entière, et les œufs éclosaient. De toutes petites larves en sortaient. Des corps ronds, des queues souples, sans pattes, avec de fines branchies à l'extérieur de la tête. Ces larves ressemblaient à de petits poissons, nageant maladroitement entre les herbes, se tenant à l'écart des courants d'eau trop rapides.
Leur couleur était souvent sombre, brune ou verte, ce qui les aidait à se fondre dans le décor et à échapper aux prédateurs. Pour survivre, les jeunes larves cherchaient tout de suite de la nourriture. Elles ouvraient la bouche pour happer de minuscules particules, débris de plantes ou restes d'autres êtres vivants. Parfois, elles attrapaient des petits insectes aquatiques ou des minuscules vers. Elles étaient obligées de manger beaucoup pour grandir vite, car le moindre temps d'arrêt pouvait signifier un grand danger. Tout autour, des poissons, de plus grands insectes, ou parfois même des amphibiens adultes cherchaient à se nourrir de ces jeunes si fragiles. Le cycle de vie continuait sans interruption. Les jours passaient et les larves changeaient. Leur corps allongeait, leur queue devenait plus grande, et peu à peu, de petites pattes apparaissaient. Cela prenait parfois plusieurs semaines, mais chaque nouvelle étape leur donnait plus de force et leur permettait de mieux se déplacer. Les premières pattes à pousser étaient celles de devant, puis venaient celles de derrière. Finalement, la queue rétrécissait, les branchies disparaissaient et les jeunes amphibiens commençaient à respirer grâce à leurs poumons et leur peau. Quand la transformation était complète, ils pouvaient quitter l'eau, mais ils n'allaient jamais très loin. Leur peau devait rester humide, alors ils restaient près des bords, sous les feuilles, dans la boue ou parmi les racines mouillées. Ils continuaient à manger tout ce qu'ils trouvaient, grandissant jour après jour, augmentant leur taille et leur force. Nombreux étaient ceux qui n'allaient pas plus loin, car le danger restait partout autour d'eux. Quand la saison était bonne, les mares étaient pleines de jeunes, tous différents, tous en train de changer rapidement. Quelques-uns devenaient assez forts pour explorer de nouveaux coins, s'aventurer entre les plantes hautes du marécage, toujours à la recherche de nourriture ou d'un abri contre les plus grands prédateurs. Certains retournaient parfois dans l'eau, car ils y étaient plus en sécurité et plus à l'aise pour se cacher ou fuir en cas de danger. La vie d'un jeune amphibien était difficile. Beaucoup étaient mangés avant même d'avoir développé toutes leurs pattes. Les œufs abandonnés devenaient parfois la nourriture de petits poissons ou d'insectes voraces. Même ceux qui atteignaient la forme adulte pouvaient tomber face à d'autres dangers. Période de sécheresse, eau polluée par trop de débris, bataille avec d'autres animaux du marécage. Mais toujours, un petit groupe réussissait à survivre et à continuer le cycle. Les adultes géraient la reproduction avec un certain soin. Certains restaient un moment près des œufs, surveillant la zone, prêts à effrayer les petits prédateurs qui passaient trop près. Mais ce comportement protecteur ne durait pas toujours. L'essentiel du travail revenait au hasard de la nature, au grand nombre d'œufs déposés et à la rapidité des nouvelles vies à s'adapter. Une fois qu'ils avaient quitté le stade de larve, les jeunes s'organisaient eux-mêmes. Ils reconnaissaient les lieux humides, les refuges sous les feuilles en décomposition, les trous laissés par d'anciens troncs. Ils s'entraînaient à la chasse, tentant d'attraper les mêmes petits animaux que les adultes, mais en restant toujours proches de l'eau pour s'humidifier régulièrement. Ceux qui s'éloignaient trop risquaient de se dessécher et ne survivaient pas. La période de la reproduction dépendait souvent de la météo. Les pluies attendaient les bonnes saisons pour remplir les zones basses et permettre à tous les adultes de se rassembler. Quand les averses tardaient, la reproduction était retardée et les œufs attendaient un environnement plus sûr. En cas d'inondation, certains œufs étaient emportés loin, se retrouvant parfois dans de nouvelles mares où personne n'habitait encore. Quand les conditions étaient parfaites, la forêt semblait vibrer encore plus fort. On sentait que la vie recommençait, que la nature produisait génération après génération de nouveaux amphibiens, capables petit à petit de prendre la place des plus vieux. Pour certains jeunes, grandir dans une telle abondance de nourriture et d'eau était un avantage. Mais cet environnement si particulier changeait parfois très vite, créant de nouveaux obstacles inattendus. Chaque étape de la croissance était marquée par le besoin de protection. Se cacher sous l'eau, se recouvrir de boue, se loger dans de petits trous, éviter les regards des grands prédateurs. Les jeunes utilisaient tout ce que la forêt leur offrait. Racines, branches flottantes,
tapis de feuilles, ombre des plantes hautes. Certains creusaient de minuscules galeries, d'autres grimpaient un peu plus haut sur les tiges, là où la lumière était diffuse et la chaleur moins forte. Ceux qui survivaient à la première saison grandissaient, renforçaient leurs pattes et développaient un appétit plus vif. Ils apprenaient à reconnaître les sons des chasseurs, à sentir les variations d'humidité, à mesurer le niveau de l'eau pour savoir si un danger approchait. Petit à petit, ils prenaient la place des adultes fatigués, ajoutant leur force à la communauté du marécage. Lorsque la communauté d'amphibiens devenait trop nombreuse dans un même coin, certains partaient à la recherche de nouveaux espaces. Ces déplacements étaient parfois risqués, car sortir du marécage, c'était affronter la sécheresse, la chaleur et tomber sur d'autres animaux peu accueillants. Mais ce besoin de bouger permettait à l'espèce de s'installer dans de nouveaux lieux, d'étendre peu à peu son territoire, de profiter de tous les trésors cachés de la forêt. Toutes ces étapes, du dépôt des œufs à la vie adulte, montraient une adaptation constante à la nature du Carbonifère, la dépendance à l'eau, la vigilance contre les dangers, l'apprentissage rapide et l'utilisation de chaque recoin du marais pour survivre. Chaque nouveau petit représentait l'espoir que la lignée continuerait, que la forêt resterait habitée et que les milieux humides ne seraient jamais vides. À chaque pluie, la vie recommençait. Le passage de milliers de jeunes dans la mare agitait la boue, faisait remonter les vieilles feuilles, redonnait de la force à la végétation tout autour. Même les insectes et les autres animaux profitaient de cette période, trouvant dans ce renouveau une source de nourriture ou de compagnons de vie. La naissance des amphibiens géants marquait donc la saison et n'était jamais oubliée par le rythme de la forêt. Mais la croissance d'une génération ne dépendait pas seulement des œufs et de l'eau. Elle dépendait aussi de la stabilité du marécage, de la présence des plantes, des abris naturels, de l'abondance des pluies et de la richesse en nourriture. Une sécheresse pouvait tout mettre en danger en quelques jours seulement, et une inondation pouvait emporter tout un groupe encore fragile. C'est dans cet équilibre fragile entre abondance et menace, croissance et perte, que les amphibiens géants maîtrisaient l'art de survivre. La reproduction et le développement nécessitaient de l'attention, du temps et un peu de chance. Même forts, même nombreux, ils dépendaient de la stabilité de leur environnement pour continuer à exister. De génération en génération, de pluie en pluie, la vie progressait ainsi, portée par les cycles de l'eau, de la chaleur et du danger. Jamais les jeunes n'étaient complètement à l'abri dans ce monde changeant. Chaque nouvelle étape amenait des défis, chaque saison dessinait de nouveaux risques. Les dangers surgissaient parfois sans prévenir, obligeant tous les habitants de la forêt à rester attentifs, prêts à se déplacer ou à se cacher à la moindre alerte. Même lorsque la vie semblait tranquille pour les amphibiens géants, les marécages du Carbonifère étaient remplis de dangers chaque jour. Les forêts épaisses et humides n'étaient jamais sans surprise, et chaque coin cachait des menaces inattendues. Le plus grand défi pour tous les habitants venait de leur environnement lui-même. L'eau était partout, mais elle pouvait monter soudainement, recouvrir les œufs, noyer de jeunes animaux, ou, au contraire, disparaître peu à peu quand une période plus sèche s'installait. Parfois, de longues heures de pluie tombaient du ciel, sans arrêt, rendant la forêt presque silencieuse. L'eau s'accumulait dans les creux, créant de nouvelles mares ou agrandissant les marécages. Pour les amphibiens, cette abondance d'eau était utile, mais elle pouvait devenir un piège. Si le courant devenait trop fort ou si la mare était submergée, les œufs déposés par les femelles étaient emportés loin du refuge choisi. Beaucoup de jeunes n'arrivaient pas à survivre à ces inondations. Ils se retrouvaient seuls, souvent dans des recoins inconnus et loin de l'abri protecteur des adultes. À l'inverse, il arrivait que la forêt traverse des périodes plus sèches. Quand la pluie cessait pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, l'eau baissait dans les marécages. Les mares s'asséchaient, se transformaient en plaques boueuses, puis en zones dures où l'humidité disparaissait vite.
Les amphibiens devaient alors se déplacer rapidement, cherchant de nouveaux points d'eau pour survivre. Les plus jeunes étaient les plus exposés. N'ayant pas encore la force de voyager loin ou d'attendre des jours sans eau, beaucoup d'entre eux mouraient avant de retrouver un abri humide. Le sol de la forêt lui-même cachait d'autres pièges. Sous la couche de végétation et de boue, de nombreuses galeries s'ouvraient ou se fermaient selon les saisons, créées par les racines, par les insectes ou par le poids des grands arbres. Parfois, une course précipitée finissait dans un trou caché, provoquant la blessure d'un jeune, voire sa disparition définitive. Les chutes d'arbres étaient fréquentes dans ce sol mou. Un grand tronc tombant pouvait écraser tout sur son passage. Œufs, jeunes, insectes, mais aussi parfois d'autres amphibiens. Les amphibiens devaient sans cesse s'adapter à ces changements. Ils apprenaient à reconnaître les signes d'un sol instable ou d'un point d'eau en diminution. Les adultes expérimentés guidaient parfois les jeunes vers des zones plus sûres. Mais, malgré toutes les précautions, la forêt changeait tout le temps, modifiant chaque jour l'emplacement de l'eau, la richesse de la végétation et la disponibilité des abris. Les dangers ne venaient pas seulement de la nature inanimée. Dans le marécage, la compétition entre animaux était très forte. Certains amphibiens, plus grands ou plus forts, n'hésitaient pas à attaquer les jeunes des autres ou à défendre violemment leur territoire lorsque la nourriture se faisait rare. Les combats pouvaient laisser des blessures, forcer les perdants à s'enfuir ou, parfois, se terminer par la mort d'un des participants. Même les œufs et les jeunes étaient souvent menacés. D'autres amphibiens pouvaient venir les manger ou les pousser hors de la mare. Les insectes géants jouaient leur propre rôle dans ce monde dangereux. Certains d'entre eux étaient prédateurs. Leurs mâchoires pouvaient blesser ou tuer des petits amphibiens. Pendant la nuit, des insectes carnivores sortaient de la boue, cherchant dans la litière et l'eau de quoi se nourrir. Ces attaques étaient soudaines, impossibles à prévoir. Même les adultes avaient parfois du mal à réagir à temps. D'autres créatures partageaient l'habitat. De petits poissons, parfois voraces, parcouraient les eaux troubles à la recherche d'œufs ou de jeunes proies. Certains mollusques ou crustacés s'installaient dans la vase, filtrant les restes mais capturant aussi les organismes les plus faibles. La chaîne des dangers était présente à tous les niveaux. À chaque instant, un animal pouvait devenir une proie. Les jeunes amphibiens apprenaient ces dangers dès leur naissance. Le cycle de la prudence commençait très tôt. Se fondre dans le décor, rester immobile, se cacher sous les feuilles ou les racines, plonger soudain en cas de bruit étrange. Chaque geste était une réponse à la peur. Les adultes eux-mêmes prenaient rarement des risques inutiles. Ils restaient proches des abris, surveillaient le ciel, sentaient les vibrations du sol qui annonçaient l'approche d'un ennemi. Parfois, le froid surprenait la forêt. Une brume épaisse tombait après la pluie, ralentissant tous les habitants. Les amphibiens gardaient alors leur énergie, cherchant la sécurité dans la boue ou tout près de l'eau pour éviter le dessèchement ou le choc du froid. Dans ces moments, les prédateurs étaient moins actifs, mais le risque de maladie augmentait. Les blessures, les champignons et les infections pouvaient affaiblir les plus fragiles, les condamnant sans que personne ne le voie. Les arbres du Carbonifère tombaient fréquemment. Sous le poids de leur propre croissance ou après de longues pluies, ils cédaient et s'abattaient dans la forêt. Ces chutes créaient soudain de nouveaux abris, révélaient des mares cachées, mais détruisaient aussi la vie sur des mètres tout autour. Après une chute, des animaux curieux venaient explorer, cherchant à savoir si le danger était passé ou s'il y avait des opportunités nouvelles pour se cacher ou manger. Quand la forêt s'ouvrait à la suite d'un arbre abattu, la lumière pénétrait jusqu'au sol. Cela changeait la vie locale. De nouvelles plantes poussaient, les insectes affluaient, les mares s'élargissaient parfois. Cela voulait dire que pour chaque perte dans la forêt, il y avait aussi parfois de nouvelles chances à saisir. Des coins protégés, de la nourriture, des lieux plus sûrs pour pondre des œufs ou élever les jeunes. Malgré cette capacité d'adaptation, la vie des amphibiens géants restait risquée. Les saisons n'étaient jamais complètement prévisibles.
et chaque marée, chaque pluie pouvait bouleverser un territoire entier. Parfois, la forêt était calme, mais cela ne durait jamais très longtemps. Une nuit, un changement de température ou l'arrivée soudaine de prédateurs pouvait tout changer. La vigilance était de tous les instants. Entre chaque pluie, chaque période sèche, chaque chute d'arbres, la forêt offrait aussi des moments de paix. Dans ces moments précieux, les amphibiens récupéraient leurs forces, s'occupaient de leur peau, chassaient tranquillement. Les jeunes jouaient entre eux, s'entraînaient à sauter, à ramper et à se cacher. Ils imitaient les adultes, suivaient leurs traces, découvraient peu à peu l'étendue des dangers dans chaque coin de végétation. Les adultes avaient appris à deviner le temps qu'il ferait bientôt. Le bruit du vent, la couleur du ciel entre les feuilles, le parfum de la boue en disaient long sur la saison à venir. Quand le sol devenait trop sec, ils cherchaient déjà de nouveaux abris. Quand la pluie approchait, ils restaient prêts à bouger avec la montée de l'eau. Cette adaptation n'était pas un savoir transmis par la parole, mais un ensemble de gestes, de souvenirs et d'expériences partagées depuis des générations. Il y avait des endroits dans la forêt où les dangers s'accumulaient, aux bordures des marécages, dans les canaux étroits, sous les arbres tombés depuis peu, la compétition pour un abri ou pour la nourriture était très forte. Dès qu'un coin d'eau devenait trop fréquenté, les bagarres éclataient. Les plus petits fuyaient, les plus grands faisaient la loi un temps, jusqu'à ce qu'un nouvel événement ou qu'une crue vienne tout bouleverser. Les amphibiens, malgré tous les risques, poursuivaient leur vie. Ils prenaient soin de leur peau, échangeaient souvent la boue pour une eau plus fraîche, se grattaient contre les racines des arbres. Les blessures légères guérissaient assez vite, surtout dans l'humidité. Mais certains problèmes de peau pouvaient devenir graves. Une blessure profonde ou une infection pouvait se développer dans la vase, menant parfois à la mort des plus faibles. Il n'y avait pas de soins possibles, pas d'abri sûr contre tout. Même les plus forts devaient faire attention aux maladies. Parfois, des champignons attaquaient la peau. Certains vers entraient par de petites coupures et rendèrent la vie difficile à leur hôte. Cela forçait les amphibiens à rester propres, à changer d'eau si elle devenait trouble, à rester en mouvement pour éviter de stagner trop longtemps dans les mêmes endroits. En grandissant, les jeunes apprenaient des erreurs. Un lieu qu'ils pensaient sûr pouvait se transformer en piège. Une cachette sous une racine pouvait attirer des prédateurs inattendus. Ils partageaient leur espace avec des milliers d'autres êtres, chacun cherchant de quoi vivre, sans qu'aucun ne puisse dominer toute la forêt. Quand la nourriture se faisait rare, ils cherchaient plus loin, parfois au risque de tomber dans un territoire inconnu ou d'être chassés par d'autres. Dans l'ensemble du marais, les dangers créaient un équilibre. Un prédateur trop gourmand disparaissait quand la nourriture venait à manquer. Les amphibiens se partageaient la forêt par la force, mais aussi par nécessité. Chaque espace libre était vite occupé. Chaque chance de survie était utilisée jusqu'au bout. Le résultat était une forêt toujours changeante, pleine de défis, mais aussi d'occasions nouvelles. Il arrivait souvent que les plus jeunes disparaissent en grand nombre après une inondation, ou qu'une maladie traverse la population lors d'une saison particulièrement humide. Il n'y avait pas de solution magique. Seuls les plus résistants survivaient. Leur adaptation, leur prudence et parfois leur simple chance décidaient qui continuerait à vivre. La forêt du Carbonifère était ainsi un monde où chaque jour apportait du nouveau. Nul ne savait ce qu'il adviendrait de tous ces êtres au long des années futures. Tandis que la forêt continuait à évoluer et que chaque génération d'amphibiens naissait puis disparaissait, un autre changement bien plus profond se préparait. Le climat, l'eau et la quantité d'oxygène allaient bientôt connaître des transformations si importantes qu'elles bouleverseraient tout l'équilibre du monde et menaceraient la place de ces géants paisibles dans la grande histoire de la Terre. Le temps s'écoulait sans arrêt dans ces grandes forêts et marécages depuis des millions d'années, mais peu à peu, des changements ont commencé à se faire sentir dans l'environnement du Carbonifère. La chaleur, l'humidité et l'abondance de l'eau
qui avait permis aux amphibiens géants, aux plantes luxuriantes et aux insectes de dominer la planète, commencèrent à diminuer doucement. Personne ne pouvait prévoir ce qui allait se passer, mais la Terre elle-même était en train de se transformer. Les marécages qui couvraient la plus grande partie des terres commencèrent à disparaître petit à petit. La pluie tombait moins souvent. Certains lacs devenaient plus petits ou s'asséchaient complètement. La boue épaisse et grasse se changeait par endroits en terre sèche et dure. Cela rendait la vie plus difficile pour tous les animaux qui dépendaient de l'eau. Les amphibiens, qui avaient toujours vécu proches de la vase, des mares et des rivières, se retrouvaient sans abri et sans nourriture dans beaucoup d'endroits. Un climat plus sec s'installait lentement sur la planète. Les températures se faisaient moins élevées, surtout pendant certaines périodes de l'année. Parfois, l'air n'était plus aussi chaud la nuit et les matinées devenaient fraîches. L'humidité dans l'air diminuait aussi, ce qui obligeait toute la végétation à s'adapter ou à disparaître. Les grandes fougères, les lycopodes gigantesques et les prêles avaient plus de mal à pousser aussi haut ou à former des forêts aussi serrées. Certaines espèces de plantes commençaient à mourir, laissant derrière elles des squelettes noirs ou bruns que le vent finissait par disperser. La composition de l'air changeait également. La quantité d'oxygène, si importante pendant la majeure partie du Carbonifère, commença à baisser lentement. Cet oxygène, produit par des millions de plantes pendant des millions d'années, commença à diminuer en même temps que le nombre de plantes chutait. La vie était alors différente pour tous les animaux. Respirer devenait un peu plus difficile, surtout pour les plus grands animaux comme les amphibiens géants et les insectes géants. Leur corps n'était plus aussi bien adapté à cette nouvelle situation. La croissance s'arrêtait. Certains animaux devenaient plus petits de génération en génération, et la force de l'ancien monde commençait à disparaître. L'environnement devenait moins accueillant. Les mares et les lacs restants attiraient de plus en plus d'animaux, forçant les amphibiens à se battre davantage pour trouver de la nourriture, ou simplement un endroit humide où s'abriter. Les bagarres entre adultes devenaient plus fréquentes. Les poussées vers la mare la plus remplie faisaient partir les plus faibles. Beaucoup d'œufs déposés lors de la saison humide n'avaient pas le temps d'éclore avant que l'eau ne s'évapore sous la chaleur ou ne disparaisse après une sécheresse soudaine. La nourriture aussi se faisait rare. Les larves, les vers, les insectes et les poissons, tous dépendaient de l'eau pour vivre. Quand cette eau venait à manquer, toute la chaîne de vie était touchée. Les amphibiens, qui mangeaient autrefois à volonté, devaient se contenter de ce qu'ils trouvaient. Beaucoup commencèrent à mourir faute de ressources, et les petits, plus fragiles, disparurent en premier. Le cycle de la vie était brisé dans beaucoup de lieux. La reproduction devenait difficile. Les jeunes ne grandissaient plus, et chaque individu devait lutter à chaque instant pour survivre. Le paysage lui-même changeait en même temps que la vie qu'il abritait. Les forêts denses perdaient leurs arbres géants, les marécages s'amenuisaient, les rivières creusaient de nouveaux lits dans la terre sèche. L'eau, qui bougeait si lentement, se retrouvait bloquée à certains endroits, créant des mares isolées coupées du reste de la forêt. Ces nouveaux habitats étaient désertés peu à peu. Les animaux capables de voyager plus loin qu'avant cherchaient de nouvelles zones humides, traversant des kilomètres de sol dur et pauvre, mais peu réussissaient leur voyage. Une autre conséquence des changements était l'émergence de nouveaux concurrents. Certains animaux, mieux adaptés à la sécheresse, commençaient à se multiplier. Les petits reptiles, par exemple, étaient capables de vivre plus loin de l'eau. Leurs œufs n'avaient pas besoin d'être déposés dans la mare. Ils étaient protégés par une coquille épaisse qui leur permettait de se développer directement sur la terre ferme, même loin de l'humidité des marécages. Ces reptiles s'installaient dans les nouveaux espaces découverts par la disparition de l'eau. Ils volaient peu à peu la place des amphibiens, les forçant à quitter leur territoire traditionnel. Les amphibiens géants, liés à l'eau et à l'humidité comme nulle autre espèce, étaient alors désavantagés.
Leur peau fine ne leur permettait pas de survivre longtemps sans être trempés. Ils devaient rester tout près de la boue, mais la boue disparaissait. La reproduction devenait un défi immense. Même quand ils trouvaient un coin d'eau, celle-ci pouvait disparaître avant que les œufs n'éclosent, condamnant toute une génération de petits. Leur respiration, dépendante à la fois de la peau et des poumons, devenait plus difficile dans un air sec et pauvre en oxygène. Le monde semblait se refermer lentement sur eux. Les anciennes forêts, jonchées de troncs morts, de branchages secs et de flaques rares, étaient remplies de dangers nouveaux. La compétition avec d'autres animaux les affaiblissait. Les prédateurs acculés à la même mare devenaient plus agressifs, et la nuit tombait souvent sur une scène de lutte pour la survie. La chaleur du jour asséchait le peu d'eau qui restait, forçant les groupes entiers d'amphibiens à migrer, parfois en vain. Ils tombaient sur des terrains arides ou sur une zone déjà occupée par des reptiles mieux équipés pour affronter ce climat dur. La disparition progressive des amphibiens géants ne se fit pas en quelques jours, ni même en quelques années, mais au fil de milliers et de milliers d'années. À chaque saison, un peu plus d'entre eux disparaissaient, laissant place à d'autres formes de vie. Les fossiles montrent que cette période de transition a été lente, pleine de petites adaptations qui n'ont jamais suffi à sauver les maîtres des anciens marécages. En même temps, les insectes géants voyaient aussi leur monde changer. Sans un taux élevé d'oxygène dans l'air, il leur était impossible de devenir aussi grands. Leurs descendants devinrent plus petits, plus nombreux, et ils s'adaptèrent à de nouveaux rôles dans l'écosystème qui se transformait sous leurs pattes et leurs ailes. Les petits animaux commencèrent à dominer, prenant la place laissée vide par les anciens géants. Les plantes, elles aussi, changèrent. Beaucoup des anciennes espèces disparurent à cause du manque d'eau et de la baisse d'oxygène. De nouveaux types de végétation apparurent, mieux adaptés aux terres moins humides. Les grands arbres à tiges molles firent place à des arbres plus solides, capables de vivre dans des climats moins riches en eau. L'apparence des forêts de la Terre évoluait avec celle de ses habitants, s'ouvrant vers nos paysages actuels. La mémoire de toute cette vie disparue ne fut pas complètement effacée. Les traces laissées par les amphibiens géants, les empreintes dans la boue devenue roche, les ossements fossilisés, racontent encore aujourd'hui leur histoire. Dans les couches profondes de charbon, ce sont parfois des restes d'anciennes forêts, d'animaux et même de crises climatiques que les chercheurs découvrent, preuve que la planète a connu des transformations immenses. Ce lent bouleversement qui a marqué la fin des amphibiens géants portait en lui une leçon. La vie change sans arrêt, s'adapte mais ne peut pas toujours tout surmonter. Les animaux qui avaient régné pendant des millions d'années se sont éteints, laissant leur place à ceux qui pouvaient vivre dans de nouvelles conditions. Leur disparition n'était pas le fruit d'un seul événement, mais d'une suite de petits et grands changements qui, ensemble, ont transformé à jamais la surface de la Terre. Lorsque les derniers amphibiens géants se sont éteints, de nouvelles espèces sont apparues et ont grandi dans les espaces vides. Les reptiles ont commencé à dominer sur la terre ferme, chaque œuf pondu loin de l'eau étant un pas de plus dans un avenir différent. Les espèces ancestrales laissèrent derrière elles de nombreux indices, cachés longtemps dans le sol, prêts à nous dévoiler leur vérité pour tous ceux qui sauraient les chercher. Dans les quelques coins humides qui subsistaient, il restait parfois de très rares amphibiens, beaucoup plus petits, mais assez résistants pour affronter ce temps nouveau. Leur descendance allait donner bien plus tard naissance aux petites grenouilles, tritons ou salamandres que nous connaissons, témoins modestes d'une époque où la terre était couverte d'eau, de forêts sombres et d'animaux disproportionnés. Aujourd'hui encore, la science continue de fouiller et de découvrir comment ce passage s'est produit. Chaque fossile retrouvé, chaque couche de charbon, chaque roche ancienne aide à comprendre la longue histoire de la vie sur Terre. Les disparitions massives, grandes ou petites, marquent toujours un nouveau départ pour d'autres formes de vie. Le destin des amphibiens géants du Carbonifère
reste gravé dans la pierre, dans la mémoire du monde et dans l'évolution qui amena l'apparition de créatures étranges et étonnantes, bien différentes de celles qui peuplaient les forêts d'autrefois. Au fil du temps, les héritiers de ces géants allaient continuer d'occuper les zones humides, traversant de nombreuses nouvelles épreuves et laissant à leur tour leurs traces, aussi discrètes que précieuses pour ceux qui voudraient la découvrir plus tard. Dans les coins les plus humides de la Terre, bien longtemps après la disparition des géants du Carbonifère, la vie avait pris d'autres formes. Les grands amphibiens avaient laissé leur place à des animaux beaucoup plus petits et discrets. Les forêts semblaient différentes, les arbres étaient nouveaux, plus adaptés au climat et à la quantité d'eau. L'air n'était plus si riche en oxygène, et la chaleur constante des époques anciennes avait cédé la place à des saisons variables, parfois très fraîches, parfois plus sèches. Ce changement n'a pas fait disparaître complètement les amphibiens. Plusieurs millions d'années après la fin du Carbonifère, il restait encore des créatures capables de vivre dans l'eau, de respirer à travers la peau et de pondre des œufs dans des endroits humides. Elles étaient bien plus petites que les anciens maîtres des marais. Ces petits animaux, que l'on appelle aujourd'hui grenouilles, crapauds ou salamandres, vivent dans presque tous les continents, sauf là où l'eau manque presque totalement. Ces descendants des amphibiens géants ont gardé certains besoins et quelques habitudes de leurs ancêtres. Ils préfèrent toujours les zones où l'eau est facile à trouver, où la terre reste humide même pendant les jours les plus chauds. Beaucoup d'entre eux pondent leurs œufs uniquement dans l'eau et leurs petits commencent leur vie en nageant comme des têtards, se développant lentement jusqu'à pouvoir sauter ou courir sur la terre ferme. Un homme ou une femme qui observe une grenouille moderne pourrait avoir du mal à croire qu'elle descend de créatures ayant la taille d'un adulte ou plus. Pourtant, les os retrouvés, les empreintes fossilisées et le mode de vie de ces petits amphibiens sont autant de preuves de leur histoire très ancienne. Les chercheurs continuent de découvrir dans les couches de pierre noire des traces d'êtres disparus, mais aussi des indices sur la façon dont les animaux actuels ont pu survivre à travers tous ces changements. Aujourd'hui, la vie d'un amphibien se déroule dans des endroits parfois très simples. Un fossé rempli d'eau de pluie, une mare cachée sous les arbres, un petit ruisseau au fond d'une vallée. La nuit, ils sortent de leur abri pour manger des insectes, chasser de petits vers ou simplement profiter de la fraîcheur. Ils sont silencieux ou bien chantent pour attirer un nouveau partenaire, parfois seulement quelques nuits par an. La reproduction des amphibiens actuels a gardé, à bien des égards, les règles du passé. Les œufs sont pondus dans l'eau, souvent en très grand nombre, car beaucoup ne survivent pas. Les têtards deviennent d'abord de minuscules créatures aquatiques, respirant par des branchies, puis développent lentement des pattes, perdent leur queue et finissent par sortir de l'eau pour respirer l'air à l'aide de poumons. Ce cycle se répète depuis des millions d'années, témoignant d'une très ancienne adaptation. Les petites grenouilles, les salamandres et d'autres proches parents sont toujours très sensibles à l'humidité. Lorsque l'air est trop sec, ils cherchent l'ombre, se cachent sous les pierres, les feuilles ou dans la boue. En cas de sécheresse, beaucoup se réfugient dans la terre, y attendant le retour de la pluie pour reprendre une vie active. Ces comportements montrent qu'ils sont toujours dépendants du climat et des ressources en eau, un héritage direct du Carbonifère. Les scientifiques qui étudient les fossiles ont permis de comprendre ces liens. Les os d'anciens amphibiens découverts dans la roche montrent la forme des crânes, la longueur des membres et parfois jusqu'à la façon dont ils marchaient. On trouve aussi des traces laissées dans la boue où les pattes larges d'un amphibien ont dessiné un chemin bientôt recouvert par de nouvelles couches de terre. Chaque découverte aide à reconstituer le monde d'autrefois et la vie de ses habitants. L'étude des fossiles enseigne également comment les changements de la planète influencent la vie. Quand le climat devient plus sec ou plus froid, seuls certains animaux arrivent à s'adapter.
Beaucoup d'amphibiens ont disparu à cause du manque d'eau, d'autres ont pu durer en apprenant à vivre dans des coins cachés, loin des dangers. Ainsi, chaque période de changement laisse survivre quelques espèces qui donneront naissance à de nouveaux animaux mieux adaptés au monde futur. Les chercheurs utilisent toutes sortes d'outils pour mieux connaître ces histoires. Ils creusent dans la terre, observent la couleur des roches, analysent la forme des fossiles et parfois découvrent même des charges de charbon contenant les traces de forêts disparues. Ils comparent ces découvertes avec les animaux vivants aujourd'hui pour comprendre les différences et les liens entre les anciennes espèces et celles que nous connaissons. À travers ces études, on comprend que la vie évolue sans arrêt. Les amphibiens géants sont un exemple. Ils ont connu un temps de prospérité, puis leur monde s'est transformé, et seuls quelques survivants ont pu continuer l'histoire du groupe. Parmi les descendants des grands amphibiens, certaines espèces sont devenues plus petites, plus rapides à se reproduire, mieux adaptées à résister aux périodes de sécheresse ou de froid. Ces modestes animaux cachés sous les feuilles sont aujourd'hui les témoins d'un passé gigantesque. Dans les musées du monde entier, on peut admirer des fossiles d'amphibiens trouvés dans d'anciennes couches de terre ou de charbon. Un crâne écrasé, une colonne vertébrale bien conservée, ou même l'empreinte de doigts larges sur une plaque de roche. Toutes ces preuves montrent que la Terre a connu des formes de vie très différentes et très variées. Au-delà de la passion des chercheurs, ces fossiles rappellent aussi que la planète change sans cesse. Les climats deviennent secs, puis reviennent à l'humidité. La quantité d'oxygène grandit ou se réduit. Le niveau de la mer, la disposition des continents, la nature des forêts se transforment toujours, lentement ou parfois vite. Les animaux doivent alors s'adapter, changer, parfois disparaître pour laisser place à d'autres. Les amphibiens modernes portent, dans leur corps, les traces discrètes de toute cette évolution. Leur façon de respirer, leur dépendance à l'eau, leur vulnérabilité à la sécheresse ou aux maladies, et même leurs habitudes de vie, tout cela provient de millions d'années d'adaptation, d'essais, d'échecs et de réussites. Ce sont des survivants, capables de s'accrocher malgré de grands bouleversements, bien qu'ils ne dominent plus la Terre comme à l'époque du Carbonifère. Aujourd'hui, l'étude de ces animaux nous en apprend beaucoup sur la nature et sur notre planète. Les biomes humides, les marécages, les forêts tropicales et même de simples mares de campagne sont importants. Ils gardent la mémoire de la vie passée, accueillent de petits descendants des géants oubliés et restent essentiels pour la survie de nombreuses espèces. Quand un marécage disparaît, ce sont des milliers d'êtres vivants qui perdent leur maison et avec eux un fragment de l'histoire de la Terre. Ce savoir permet de mieux protéger ce qui existe. En comprenant l'histoire des amphibiens, les scientifiques et les amoureux de la nature peuvent agir pour préserver les zones humides, restaurer des mares, surveiller la qualité de l'eau ou éviter de polluer les milieux naturels. Chacun de ces gestes garantit la survie des grenouilles, des salamandres et de tant d'autres animaux liés depuis toujours à la présence de l'eau. La disparition des géants du Carbonifère n'a pas été un échec de la nature, mais une étape dans le long chemin de l'évolution. À travers leurs os fossilisés, leurs descendants minuscules et les couches de charbon qui témoignent d'anciennes forêts, ils continuent d'inspirer ceux qui veulent découvrir le passé. Apprendre à lire les signaux des pierres, comprendre les traces laissées dans le sol, c'est aussi apprendre à regarder le présent autrement. Chaque fossile est un message venu du fond des âges. Il raconte un monde où l'eau, la boue et l'oxygène faisaient prospérer les plus grandes créatures sur Terre. Il explique comment tout peut changer, comment la vie trouve toujours une façon de continuer, parfois plus discrète, parfois encore surprenante. Les amphibiens d'aujourd'hui, même petits, gardent en eux la mémoire d'une planète toujours vivante, changeante, pleine de mystères. À travers l'étude des amphibiens, la Terre apparaît comme un livre immense que l'on peut encore parcourir. Les scientifiques, les enseignants, les enfants et toutes les personnes curieuses peuvent participer à cette aventure.
Découvrir un fossile, observer un crapaud dans une mare ou simplement écouter les bruits dans la forêt, c'est comme renouer le lien avec une histoire commencée il y a plus de 300 millions d'années. L'aventure de la vie continue partout, tout le temps, dans chaque goutte d'eau, dans chaque coin d'ombre humide. Des traces du Carbonifère existent encore. Les grenouilles qui chantent à la tombée de la nuit, les salamandres qui sortent après la pluie. Tous ces êtres discrets sont les héritiers de géants oubliés, derniers représentants d'un temps où la terre entière était un marécage plein de vie et de surprises. Grâce aux fossiles et à la science, l'histoire du Carbonifère reste vivante. Comprendre le passé, c'est aussi respecter le présent et préparer l'avenir de tous les êtres vivants. Les petits amphibiens pourront, si on les protège, continuer longtemps à visiter nos forêts, sauter dans nos mares et chanter pendant les nuits humides, perpétuant l'histoire fragile et précieuse commencée il y a des millions d'années.